En Espagne, on appelle certains trains à grande vitesse des canards, à cause de leur bec. Et à l'intérieur, des passagers se prennent pour des ânes. Ici, les trains vous emmènent très très loin, jusque dans le Far West, et là où les filles font tourner les cœurs. Je t'aime, mais en vrai non, hein, je t'aime pas. Hein. Ah bah mince alors, un petit peu. Un tout petit peu. Donc, pour aller rejoindre son château en Espagne. Et pour goûter de curieuses spécialités, En fait, c'est meilleur à manger qu'à regarder. Le train, c'est pas mal. l'Espagne. Mon premier train, je vais aller le prendre tout au sud, en Andalousie. Ce qui m'a toujours attiré dans ce pays, c'est son cœur. Ce qu'on ne voit pas tout de suite, ce qui se cache loin des plages. Et j'ai un vrai petit faible pour l'arrière-pays andalou, fait de montagnes et de villages perchés, d'innombrables ruelles entre les maisons blanches. Le charme de l'Andalousie, c'est le subtil équilibre entre la rudesse de la montagne et la douceur du sud. Et la petite bourgade la plus joliment perchée, c'est celle-là, juste au-dessus d'un précipice abrupt, et avec ce pont qui relie les deux parties de la ville, que tous les Espagnols connaissent, et qui est une des stars de l'Andalousie. Et cette star, c'est la petite ville de Ronda. C'est là que je vais prendre mon premier train. Me voilà donc sur le chemin de la gare. Mais comme toujours en Espagne, il vaut mieux prendre son temps. On n'est jamais à l'abri d'une belle rencontre. Ce que j'adore ici, c'est que les femmes et même les jeunes filles, elles utilisent des éventails. C'est pas une légende. Hola? Hola? Bonjour. Bonjour, je peux venir? Oui. J'adore le geste de l'éventail. Je trouve ça très élégant, toujours. Et C'est très andalou. très andalou. Oui, l'éventail, c'est l'Andalousie. C'est? Et les jeunes, ils utilisent beaucoup les éventails? Bah oui, parce qu'en Andalousie, il fait très chaud. Et plus il y a de la mêle, plus c'est agréable. Ça rafraîchit, Et c'est vrai que ça fait du bien. Hein. n'est-ce pas? C'est bien celui-là. En fait, on l'utilise surtout comme un accessoire supplémentaire. Pour nous, c'est un peu comme une boucle d'oreille ou un chapeau. En Andalousie, l'éventail, c'est un accessoire de mode. Ah, d'accord. Ça fait partie du chic andalou. Oui, C'est? mais c'est aussi une manière subtile de communiquer entre les garçons et les filles. Par exemple, si tu le mets sur ta poitrine comme ça veut dire « je suis mariée ». Ou qu'est-ce qu'il y a aussi Ah oui, il y a aussi le signe pour dire « je t'aime » ou pour dire « on est surveillé ». Ah bon, parce qu'il y a un langage de l'éventail? Oui, Ah oui? Et refaites-moi je t'aime. mais en vrai non, hein, je t'aime pas, hein. Ah bah mince alors, un petit peu. Un tout petit peu. Et si vous faites ça alors qu'un garçon passe dans la rue, il va immédiatement comprendre. Disons qu'avant, au XVIIIe siècle, c'était un langage très commun entre les garçons et les filles, qui souhaitaient draguer ou se retrouver ensemble. Mais aujourd'hui, de moins en moins. Ah, ça c'est marrant ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme signe encore? On peut dire oui, non, embrasse-moi. Comment c'est, embrasse-moi? Et qu'est-ce qu'il y a d'autre, je ne sais plus. Mais si, tu sais, quand on ferme l'éventail comme ça. Ah oui, pour dire je suis fâchée. Et si par exemple vous voulez me dire j'en ai un peu ras-le-bol de vos questions, laissez-moi boire mes verres en paix.
D'accord. Ça veut dire que je... ça veut dire que je dois m'en aller. Oui. Bon. Bon, bah merci beaucoup. C'est super, franchement. Alors, je savais pas du tout ça. Merci à toi. Comment on dit ciao avec l'éventail? Après ce cours de langue, pas comme les autres, cette fois je dois vraiment filer à la gare. Pas pour le bâtiment, qui en lui-même n'a rien d'extraordinaire, mais pour la petite pépite qui se trouve sur le quai. Le train Al-Andalouse, l'un des trains les plus luxueux d'Europe. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Alors, c'est ça les trains de luxe formidables, c'est que tout de suite, on est dans une autre ambiance. Tout de suite, avec le bois partout, la petite musique, bonjour. Voilà, j'adore. Al-Andalouse, c'est comme une croisière, mais dans un train. Une croisière à travers l'Andalousie. Un parcours sur 10 jours avec de nombreuses escales. Pour ma part, je me suis invité sur le tronçon de Ronda à Grenade. Le luxe, ce sont des matériaux d'exception. Une marqueterie raffinée, mais surtout de l'espace. Dans ce train, il y a 15 voitures pour un maximum de 57 passagers seulement. Ça laisse de la place pour étendre ses jambes. J'ai réussi à convaincre un passager de me montrer sa cabine. La lumière, s'il vous plaît. Madame. Ouh, mais c'est chic. Ah, mais c'est grand. C'est bien, c'est correct. Oui, ça va. Correct, vous êtes difficile, parce que moi j'ai rarement vu des chambres aussi grandes dans un train, hein. C'est exceptionnel. Ah bon marché, hein? C'est cher, hein? C'est combien? Ouais. Pour le voyage complet, 2 personnes, 10 100. 10 000, plus de 10 000 euros. Oui. C'est quand même c'est un très très beau voyage. Oui. Alors moi ce que j'apprécie beaucoup, parce que c'est très rare, c'est le grand lit quand même. C'est quand même un lit qui doit faire à vue de nez, c'est un bon lit de 120. Oui, mais le problème qu'on a remarqué, c'est que la deuxième personne, pour sortir, elle doit passer sur l'autre. C'est compliqué pour moi. Ah oui, c'est compliqué? Moi, je dors dans le fond. Et pour sortir, je dois passer par-dessus lui. Donc il faut mettre le plus sportif de l'autre côté en fait. C'est elle la plus sportive, ça c'est sûr. Et est-ce que je peux jeter un petit coup d'œil sur la salle de bain? Ça vous gêne pas? S'il vous plaît. Ah oui. Ah dis donc! Mais il y a une douche à droite. Pas mal! Oui, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est très bien. Avec la douche, une vraie douche. Sí, el cuarto de baño está bien. Ah, pas mal quand même, pas mal. Si, pas mal. Pas mal. No pas mal. Et ici, il y a une armoire. C'est un grand dressing. C'est suffisant. Et indispensable, le coffre-fort. Ah oui, Vous voulez voir ce qu'il y a à l'intérieur? Ah oui? Qu'est-ce qu'il y a? Une chose très importante. Pourquoi vous mettez vos médicaments dans le coffre-fort? Eh bien, pour s'assurer qu'on ne nous les vole pas et qu'on ne les perde pas aussi. Et alors, moi je peux vous poser une question parce que plus de 10 000 euros, c'est quand même une somme très importante. Est-ce que ça les vaut? Est-ce que vous êtes content? Tant que le corps supporte et qu'on peut profiter de ces voyages d'exception, pourquoi s'en priver? Ben, merci beaucoup. Enchanté. Merci pour la visite. merci à toi. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Au revoir. Le train Al-Andalouse continue sa route. Le temps ne compte plus. Et le meilleur moment, c'est de s'endormir, bercé par le bruit des rails. Le lendemain matin, je descends à Grenade.
En Andalousie, chaque ville est comme une énorme promesse. Chaque fois, l'envie irrésistible de tout découvrir. Les grenades. S'il y a bien un endroit où il faut manger des grenades, c'est à Grenade. Voilà. Et est-ce que vous savez pourquoi Grenade s'appelle Grenade et pourquoi il y a des grenades à Grenade? Je sais pas vraiment. Réponds-lui, toi. Je crois que ça vient des Arabes. Avant, ça s'appelait Granada. Et lorsqu'il y a eu la reconquête des Espagnols sur les Arabes, c'est devenu Granada. Ok, mais quel rapport avec le fruit, avec la grenade? Je ne crois pas qu'il y ait eu de relation entre les deux. Le fruit de la grenade existait bien avant que la ville Grenade s'appelle Grenade. Donc ça reste un peu mystérieux. Ah oui, ça c'est un mystère, c'est sûr. Et d'ailleurs, la grenade contient toujours 365 grains. Ah, précisément. Eh oui, c'est mystérieux. 365 grains exactement, comme le nombre de jours de l'année? Oui, si la grenade est petite, elle a 365 grains, et si elle est plus grosse, elle a autant de grains. La grenade, c'est toujours un mystère. Je ne savais pas qu'il y avait autant de mystères autour de ce fruit. Et c'est bon, j'en ai jamais mangé. Tiens, vas-y, goûte. Et ça se mange comment? Tu ne manges que les grains, hein? Pas la peau. Je prends les grains avec les doigts comme ça? Oui, oui, je vais te montrer. J'apprends à manger des grenades. Ok. C'est un fruit qui a plein de vertus médicinales. C'est anticancérigène. Merci. Ah, c'est bon. Ça me rappelle le sirop à la grenadine, mais en moins sucré. Oui, bien sûr. Ça vient des grains de grenade. Mais c'est super bon. C'est très frais, c'est super rafraîchissant. Il y a un autre fruit typique aussi qui vient des Arabes, les cerbas. La cerbasse? Regarde. C'est bon, hein? C'est un fruit que tu ne connaissais pas. Mais moi, je trouve que c'est encore meilleur quand c'est plus mûr. Goûte. Alors, c'est bon, hein? Ah, c'est pas mal, ouais. Mais c'est vraiment une saveur, alors que absolument inconnue. On dirait une tarte au citron avec un petit goût de date derrière. J'adore. Delicious. Delicioso. C'est la ville des mystères et des délices. Oui, tout est mystérieux ici. Muchas gracias. Au revoir. Mystère et délices. Je sens bien qu'en Andalousie, on est aux portes de l'Europe, à la croisée des civilisations. L'Andalousie a connu les Romains, les Carthaginois, les Ibères, les rois catholiques et les Arabes qui ont dominé Grenade au Moyen-Âge pendant 7 siècles. De cette période, il reste aujourd'hui de nombreuses influences, comme le souk au pied de la cathédrale et surtout l'Alhambra, une pure merveille. Un ensemble de palais et de jardins. L'Alhambra est un subtil jeu de lumière, d'ombre, de couleurs, un havre de paix perché au-dessus de la ville. Il y a beaucoup de monde ici. C'est le monument le plus visité d'Espagne. Et franchement, ça se comprend parce que c'est absolument magique. En fait, alors que tout est en pierre, on a une impression de légèreté. C'est comme aérien. C'est comme de la dentelle. C'est très fin, très pur. Et il se dégage une sorte de fraîcheur qui fait beaucoup de bien au milieu de la chaleur andalouse parce que, en fait, ça a été conçu un peu comme une oasis avec de l'eau, les lions, la fontaine, et puis les colonnes qui seraient un peu comme des palmiers. Alors des fois seuls, des fois par 2, des fois par 3 ou 4, répartis comme ça. On a l'impression que c'est un peu au hasard, mais en fait, tout est harmonieux. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que toute cette légèreté, toute cette fragilité, elle a résisté au siècle. Alors qu'ici, il y a des variations de température incroyables. Ça passe de moins 10 degrés à 40 degrés. Et le marbre, on sait bien que ça se brise avec la dilatation, avec les changements de température. Alors quel est le secret? Comment ça a tenu? Le secret, il est là. Si on regarde bien là,
aux jointures, il y a du plomb. Et l'intérêt du plomb, c'est qu'il est souple. Et donc il résiste à la dilatation du marbre. Et c'est comme ça que tout a résisté. Et c'est comme ça que la grâce est toujours là. Mais Grenade, ce n'est pas que la ville. Grenade, c'est aussi la nature qui l'entoure. La Sierra Nevada, les champs d'oliviers, une Espagne moins connue, une Espagne façon Far West. Apparemment, on est au bout de l'Espagne, mais on est aussi au bout du monde. Hola, bonjour. Bonjour. Ah bah oui, ah mais tout le monde est habillé en cow-boy et indien. Ça c'est marrant. À part vous, vous n'êtes pas réglementaire, vous. Ouais, je suis là incognito. Je n'ai pas mis mon costume de cow-boy parce qu'il pue le cheval. Ah bon? Ça pue le cheval? Ouais, moi je le porte tous les jours. Et comme je travaille avec des chevaux... Et vous sentez le cheval un peu? Non, moi je suis barman. Alors moi je sens plutôt le tinto de verano. Ah oui, ça serait... les Espagnols, ils adorent ça, oui. C'est très étrange, d'ailleurs. C'est du vin rouge mélangé avec de la limonade, c'est frais. Je peux goûter un petit peu? Ah, bien sûr. Ah bah avec ça... Ah oui, j'ai l'impression qu'il ne faut pas en boire trop, ça. Et moi, je croyais que les cow-boys, ça buvait plutôt du whisky, non? Les temps changent. Les nouveaux cow-boys d'Andalousie, ils boivent ça. D'accord, très bien. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a tout de suite le petit jambon qui arrive. Incontournable en Espagne. Et ça, c'est parfait. Bonjour messieurs, bonsoir. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous de cow-boy? Nous, on n'est pas des fans de football. Notre truc, c'est le western. C'est notre plaisir d'être comme ça, habillés en cow-boy, avec nos costumes, nos flingues. En fait, on partage des moments entre potes. C'est notre truc. On a ça dans le sang. Ici, dans le sud de l'Andalousie, il y a une forte tradition du western. Parce que beaucoup de tournages de films de western se sont faits ici. Alors, nous avons tous grandi dans cette ambiance. Nos parents étaient figurants. Donc, depuis tout petit, on se sent un peu au Far West. Mais est-ce que vous trouvez que vous avez encore l'âge de jouer aux cow-boys et aux Indiens? Bah oui, pourquoi? On a le droit. On est des enfants, mais on est un peu plus grands. Mais alors, je vois beaucoup de cow-boys ou de femmes de cow-boys, mais je vois relativement peu d'Indiens, à part ici. Bonjour. Indien qui est tout seul là dans son coin. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je peux venir là? Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une ségrégation entre cow-boys et Indiens? Oui, c'est par respect pour mes frères amérindiens qui ont été tellement persécutés. Mais c'est un jeu. C'est pas pour de vrai. Pour moi, si.
C'est très important, parce qu'il faut que je te dise, quand j'avais 5 ans, j'ai trouvé une photo où apparaissaient 2 Indiens d'Amérique. Et à côté de l'un d'eux, il y avait un nom décrit, Antonio. Et Antonio, c'est mon prénom. Mon père ne m'a pas donné d'explication. Et il m'a giflé. Il a déchiré la photo et il ne m'a jamais rien dit. Alors, à partir de là, je me suis posé des questions. D'où je viens? Qui suis-je vraiment? Pourquoi suis-je tant attiré par les Amérindiens? Tout ça, ça reste assez mystérieux pour moi. Et donc, votre tenue, là, c'est une vraie tenue d'Indien des Amériques? Oui, oui. Mais a priori, à part l'histoire de cette photo, vous êtes né en Espagne, d'un père espagnol et d'une mère espagnole. Oui, bien sûr. Ma pièce d'identité et mes parents sont espagnols. Mais je me sens profondément amérindien. Et je crois que je suis un authentique Indien des Amériques depuis que je suis tout petit. Si tu veux me comprendre et comprendre qui je suis vraiment en tant qu'Indien, il faut que tu m'accompagnes dans le désert, dans la montagne. C'est là que je me sens vraiment amérindien. Ok, mais je vous suivrai bien, avec plaisir. Difficile de résister à l'invitation. Le lendemain matin, je me retrouve près de Tabernas, en plein désert, quelque part au fin fond de l'Andalousie. Ah, dis donc, mais vous êtes complètement transformé. Oui, mais là, c'est mon mode de vie. Habillé de cette manière, je me sens en paix. Vous venez souvent par ici? J'aime venir ici parce que cette montagne, c'est ma terre, ma montagne sacrée. Ici, je suis loin de la ville, de la pollution, du bruit. Je retrouve ma liberté. Je t'invite à monter sur un cheval et on va découvrir ensemble cet endroit qui me fait vibrer. Si? Bon. Ben, d'accord. J'ai pas beaucoup l'habitude, il est très calme. Oui. C'est calme? Oui, oui, totalement tranquille. Bonjour, cheval. Comment il s'appelle? Lakota. Lakota? Lakota, c'est la langue des Sioux, ça? Oui. Bien. OK. Oh, c'est haut. Allez. Et on est pas mal comme ça, hein? Parce qu'on domine la plaine, en fait. Quand je suis ici, j'ai l'impression d'être dans les grands espaces américains. J'imagine les bisons, je rêve de tipis. J'ai l'impression d'être en Arizona. Alors si je viens ici, c'est pour puiser en moi cette liberté. Parce qu'ici, je me sens moi-même, je me sens bien. Oui. C'est vrai que ça ressemble, mais en même temps, c'est l'Espagne, c'est pas le Far West. Donc, il y a un truc étrange, c'est-à-dire de vous voir là, au milieu de l'Espagne, imaginant que vous êtes dans le Far West. C'est complètement un rêve. Tu sais, des fois, les gens me demandent « Mais pourquoi t'es comme ça? Pourquoi tu fais l'Indien sur ton cheval ?» Eh bien, je leur dis « Je suis Indien. Je me sens moi-même comme ça ici. Je me sens proche de mes ancêtres, de mes racines. » Philippe, on va s'arrêter ici. Je pense avoir trouvé le lieu qui va me permettre de remercier la Mère Terre pour cette journée passée ensemble et pour tout ce qu'elle nous offre.
Vous voulez remercier la mère Terre? Oui. Parce que cette terre nous apporte tout. Eau, air, feu, tout. Alors on se doit de la remercier le plus souvent. Donc vous considérez la Terre comme une divinité? Oui. Et je te propose qu'on fasse cette cérémonie indienne ensemble. Allez, descends de ton cheval. On descend? Oui. Qu'est-ce que c'est? Je vais prendre de la sauge séchée. De la quoi? De la sauge. De la sauge? Oui, de la sauge des devins, c'est une plante. Pour nous, les Indiens, la sauge est une plante sacrée. Je vais la brûler, c'est ma manière de remercier la mère Terre. Les fumées vont permettre de purifier l'air, de purifier notre corps et de chasser le mal. D'accord. Madre Tierra, hoy te quiero dar gracias por todo aquello que me ofreces, a mí, a mi familia y a mis hermanos. Gracias, Madre Tierra. Tu peux me rejoindre maintenant. Donne-moi ta main. Si. C'est vrai qu'on est bien là. Oui. Tu vois cet endroit? On est bien. On est seul. Il n'y a que nous et le vent. Ce qui est étrange avec vous, c'est que on est en Espagne, j'ai croisé des tas de gens très exubérants, très festifs, etc. Et puis avec vous, qui êtes au départ quand même espagnol, tout à coup, c'est très différent. Vous êtes un peu sur la réserve, contemplatif, pas trop bavard. Il y a quelque chose qui se passe. Je suis espagnol, bien sûr. Mais la culture indienne est tellement forte en moi. Je crois que c'est mes racines et c'est comme ça que je me sens profondément heureux. Et j'ai envie de vous demander pourquoi est-ce que vous n'iriez pas vivre auprès des gens qui vous paraissent si proches, les Indiens d'Amérique, dans le Dakota par exemple. Pourquoi vous ne passez pas le cap? Mes frères amérindiens me l'ont déjà proposé, mais je ne peux pas le faire pour l'instant, car ma famille est ici, en Andalousie. Mais peut-être plus tard, je franchirai le pas. Le problème, c'est que si je pars aux États-Unis, dans la réserve, je crois que je me sentirai si bien que j'ai peur de ne jamais vouloir revenir ici. C'est mon cœur qui me le dit. Et ce serait si grave de ne pas revenir? Non, ce ne serait pas grave pour moi, mais pour ma famille ici. Au fond, je sais qu'un jour je partirai. Je ne sais pas quand, mais je partirai rejoindre mes racines, je le sais. Maintenant, on est frères. L'Espagne est surprenante. Si vous acceptez de vous laisser porter, ce pays vous emmène souvent très très loin. Le lendemain, retour à l'Andalousie des cartes postales et des vacances, à Malaga, sur la côte méditerranéenne. Malaga, c'est la deuxième ville andalouse. C'est l'une des plus anciennes cités d'Europe. Elle fut fondée par les Phéniciens au 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais Malaga, c'est pour moi l'endroit où je vais découvrir un animal qui fait la fierté des Espagnols. Le canard. En espagnol, ça se dit El Pato. Et El Pato, c'est ici le petit nom du train à grande vitesse, à cause de son long bec. Le réseau à grande vitesse espagnol est le deuxième le plus long au monde, derrière la Chine,
mais devant la France. Direction Madrid, la capitale. Un peu plus de 2h30 pour traverser la moitié du pays. Et me voilà arrivé dans la gare d'Atocha, à Madrid. C'est la principale gare d'Espagne. D'ici, les lignes à grande vitesse irriguent toute la péninsule ibérique et permettent de rejoindre la plupart des capitales régionales. Et on peut aller bien au-delà parce que vous voyez ce train-là. Regardez d'où il vient. Donc ici, on est à Madrid et il arrive de Marseille, Aix-en-Provence, Avignon, etc. Donc en fait, oui, on peut faire un direct sans descendre du train de Madrid jusqu'à Marseille. Ça met un peu moins de 8 heures. Madrid, la capitale. Madrid, c'est le centre politique et administratif de l'Espagne. Ici, la résidence officielle de la famille royale. Mais Madrid, c'est surtout une ville humaine. Il règne ici aussi une certaine douceur de vivre, une tolérance et un petit côté branché. Et je crois que mon Madrid préféré, c'est à la nuit tombée. Quand les Madrilènes se donnent rendez-vous dans les ruelles, jusque tard dans la nuit. Madrid a un vrai caractère et c'est difficile de ne pas en tomber amoureux. Le lendemain matin, je me lève tôt pour aller prendre le pouls, humer l'atmosphère dans les trains de banlieue. L'ambiance y est plutôt silencieuse, voire endormie. Ah, bonjour, là, bonsoir là. Oui. Vous allez travailler là? Oui. Je suis coiffeur et aussi étudiant. J'ai vu dans le train pas mal de gens un peu fatigués. À quelle heure ils se couchent les Espagnols le soir? Parce que j'ai un peu de mal à comprendre les horaires. Ça dépend, minuit, minuit et demi. En général, rarement après, mais bon, parfois ça peut aller à 1h, 2h du matin. Et c'est parce qu'en Espagne, la majorité des gens finissent tard le travail. Ils sortent tard du bureau et ensuite ils vont faire leurs courses dans des boutiques et même chez le coiffeur. Parce que contrairement à la France où les boutiques ferment tôt vers 18-19 heures, eh bien ici, en Espagne, les boutiques ferment très très tard. Et vous, votre salon de coiffure, ça ferme à quelle heure le soir? 20h30, 21h. Ah oui. Oui, donc c'est tard. Oui, c'est vrai, c'est tard, mais ici c'est comme ça. Je sens que ça réagit là. Vous voulez ajouter quelque chose? Depuis qu'on est né, on est habitué à vivre comme ça. On dort très peu en Espagne. Et certains disent qu'on fait la sieste, mais c'est pas vrai. Quand tu es au travail, tu peux pas faire la sieste. Mais c'est quand même dingue, des habitudes qui font que tout le monde est fatigué. Et ça continue, c'est fou. En Espagne, le journal télé commence à 21h et donc se termine à 22h, 22h30. Du coup, le prime time commence à 22h30 et ça se termine donc pas avant 1h, 2h du matin. C'est dingue, ça veut dire que quand vous avez une émission de télévision le soir que vous aimez bien, si elle commence, si j'ai bien compris, à 10h30, ça peut durer jusqu'à 1h du matin? Oui, et je crois qu'en Espagne, on pourrait s'organiser un peu mieux. Finir le travail plus tôt et s'éviter des journées continues chargées. Si en plus à la télé, le JT, qui réunit une grande majorité d'Espagnols, pouvait débuter à 20h, eh bien les gens s'organiseraient et dîneraient en même temps. Alors le prime time commencerait plus tôt comme ailleurs en Europe. Toute l'Espagne dormirait mieux et en plus, on serait beaucoup moins fatigué. Et je crois aussi qu'on serait plus productif au travail. Donc au final, les Espagnols seraient plus heureux au quotidien. Ah oui, mais moi je pensais pas que c'était aussi sensible ici. Il y a des gens qui voudraient que ça change? La grande majorité des Espagnols voudraient changer ces horaires. En fait, ces habitudes datent d'après la guerre civile. Il y a eu une crise économique en Espagne et du coup, les Espagnols devaient souvent cumuler 2 emplois.
un premier le matin et un autre le soir. Ce rythme est entré dans la société. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, même si tu n'as qu'un seul travail, eh bien les Espagnols font une grande pause déjeuner l'après-midi d'au moins 2 heures. Alors ils commencent très tôt le matin et sortent très tard le soir du travail, ce qui fait des journées très longues. Ah bah écoutez, c'était super intéressant. Je ne pensais pas une seule seconde que c'était un sujet de débat en Espagne. Mais oui, bien sûr. Muchas gracias. Merci à toi. Ce train qui se réveille gentiment m'emmène à quelques kilomètres de Madrid, dans la ville de Merorada del Campo. Il y aurait là-bas une cathédrale en construction. Une cathédrale qui serait le projet fou d'un seul homme. Un chantier pas comme les autres. Oh, dis donc. Je pensais pas qu'elle était aussi grande. C'est énorme, c'est énorme. Le chantier. Hola, comment está? On fait aller. Et c'est incroyable, mais c'est énorme, c'est gigantesque. Et c'est vous qui avez fait tout ça? Oui. Si? Oui. Et ça sans aucun plan. Sans jamais rien écrire, faire des plans, c'est une perte de temps. Je préfère travailler, mettre les mains à la pâte. Mais c'est dingue, c'est dingue. Tout ça, c'est grâce à lui. C'est le Christ. C'est lui qui me soutient. Lui, je l'aime beaucoup. C'est lui? Lui qui vous donne un coup de main? Ben oui, moi j'étais un simple agriculteur. Je suis un homme des champs. Et pourtant, c'est moi qui ai tout construit, alors que j'y connais rien. Et regarde l'harmonie. Admire la beauté du lieu. Ben ça, c'est grâce au Seigneur. C'est lui qui m'a guidé. C'est lui qui a tout construit. C'est dingue. Et je peux aller près de vous, là, tout à côté? Oui. C'est sec? Seco? Oui, tu peux venir, par ici. Par ici. Comme ça. Attention. Là? Non, qui tout? Là? Ici, tourne-toi, mets-toi là. Voilà. On va parler un peu. Toi, le français, tu dois bien aimer le Christ, sinon je te fous une baffe. Ah bon? Si j'aime pas le Christ, une baffe. Et ça fait combien de temps que vous construisez cette cathédrale? J'ai commencé en 1961. Tu sais compter? Oui, alors ça fait combien depuis 61? Ça fait 56 ans que vous construisez? Voilà. Si? Ah mais dis donc, mais il y a encore du boulot, là. Vous en avez encore pour combien de temps? Je sais pas. Ça dépend de toi, le français, si tu me donnes un coup de main ou de l'argent pour tout finir. Mais je suis pas seul, il y a mes neveux et Angel à mes côtés. Depuis combien de temps vous l'aidez? 21 ans. 21 ans? Eh oui. Et tous les jours, vous venez l'aider? Eh oui. Todos los días? Oui, on vit ici tous les deux. On travaille et on habite dans la cathédrale. Si tu veux, je te la ferai visiter tout à l'heure. Mais là, c'est l'heure du déjeuner, hein. Rusto doit manger. Et toi, tu veux qu'on déjeune ensemble? Allez, viens, Philippe, viens. Si. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette drôle de couleur? C'est une purée typique espagnole. C'est à base de farine, il y a aussi du piment, de la pancetta, du chorizo. On mixe tout ça. Et voilà. En bas. Alors, c'est comment, Philippe? En fait, c'est meilleur à manger qu'à regarder. Et dis donc, il a du caractère, Augusto. Ouais, il a son tempérament, comme nous tous. Avec nos qualités et nos défauts. Virtudes como tenemos otros fallos. Et
Et alors, là, donc, il mange dans son petit coin à lui. Vous, ici, vous mangez pas ensemble? Tu sais, Rusto, c'est une vieille personne. Il paraît comme ça un peu... Mais au fond, c'est quelqu'un de bien. Et pourquoi vous l'aidez comme ça depuis toutes ces années? Qu'est-ce qui vous a plu comme ça? C'est la foi, le christianisme. Mais vous l'avez fait... Vous êtes à côté de lui comme ça, plus pour la foi ou plus pour lui? Parce qu'il est super attachant, en fait. 50-50. C'est un deuxième Dieu. Enfin, pour moi. Un deuxième Dieu? Oui, mais attention, le deuxième. Hein. Rusto, le deuxième Dieu d'Angel, a aujourd'hui 93 ans. Et tous les jours, il continue à construire, pierre par pierre, sa cathédrale, son œuvre de toute une vie. Pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure? Comment ça a commencé, ça? Quand j'étais jeune, j'ai intégré un monastère cistercien. Ça a duré 8 ans. J'étais moine, mais je suis tombé malade, la tuberculose. Et comme j'étais contagieux, la communauté des moines s'est réunie et a décidé de m'exclure. Quand je suis rentré, ma mère m'a donné son héritage afin que j'en fasse quelque chose, et voilà ce que j'en ai fait. Et donc, je vois pas qu'est-ce qui a déclenché alors la construction de la cathédrale? Pourquoi vous vous êtes mis un jour à bâtir? Tu comprends rien dans ta petite tête, toi, hein? Le Christ, c'est le Christ. On doit adorer le Christ. Plus que ton père ou ta mère. Et donc tout ça, c'est pour lui. C'est pour lui. Et d'ailleurs, moi, je veux rester ici pour toujours. Je veux être enterré ici, en bas, dans la crypte. Ah bon? Où ça? Dans la crypte, en bas. Vous pouvez m'emmener voir l'endroit où vous voulez rester pour toujours? Ah non, j'y vais jamais. Il ne l'a jamais vu. Je veux pas le voir, ça m'intéresse pas. C'est de la vanité de le voir. Rusto, ça te dérange pas que j'emmène Philippe voir la crypte? Non. Vas-y, emmène-le. Allez Philippe, on y va. Je peux aller avec vous? Ah, oui. Je vais te montrer, suis-moi. Mais c'est gigantesque aussi ici. Oh là là, il y a un deuxième niveau immense. Voilà, ce sera ici. Ici? Vous avez déjà creusé sa tombe? Ah, c'était sa volonté. Il veut être enterré ici. Il me l'a demandé. Il m'a dit, s'il te plaît, fais-le. Fais-le pour moi. C'est un peu étrange d'avoir déjà creusé la tombe de quelqu'un qui est vivant là-haut. Mais non, ce n'est pas si rare. Tu sais, il y a plein de gens qui achètent leurs caveaux dans les cimetières, et ce, bien avant de mourir. Et Rusto, un jour, il est descendu. Il m'a dit, ce sera ici, sous la future croix du Christ. Il a dit, je vais être ici. Alors on a fait une marque au sol, et j'ai creusé. Et depuis, il n'est plus jamais revenu. Regarde là. Par exemple, pour mouler ces colonnes, on a pris des tubes de mortadelle. On les a installés, et puis on a coulé le ciment dedans. Une fois sec, on scie la boîte, et on a une colonne. En fait, ici, tout est recyclé. En fait, cette cathédrale, c'est que de la super débrouille, en fait. Exactement. Tout est de la récup. Ouais, c'est dingue. Tout. C'est dingue. Regarde, regarde. Une autre chose curieuse. Tu vois le haut de la colonne, là? Tu sais ce que c'est? C'est un pneu de moto usagé. On l'a découpé, on l'a posé, on a mis du ciment à l'intérieur, et quand on enlève la roue, ça donne ça. Une sorte de chapiteau, tout en haut de la colonne. C'est dingue. Mais qui a eu toutes ces idées? Nous deux. Est-ce que vous êtes un peu fous, tous les deux? Un peu? Non, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Mucho loco. Mucho loco. Mucho loco. Tu veux en voir davantage? Si. Vamos por allí. Allez, on y va. 114 marches.
c'est solide? C'est assez solide? Bah oui, regarde. Oh là 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 là. Oula, il faut pas avoir le vertige ici. Et alors tout ça est construit sans protection, sans sécurité, sans échafaudage sécurisé, rien. C'est la sécurité de Dieu. Il nous protège et nous tient par la main. Ah bon? Donc en gros, tout ça ne tient que par miracle. Et on est dessus. Eh oui, ça tient grâce à Dieu, comme on dit. Bon, on va y aller quand même, hein? Ouais, descendons si tu veux. Ça bouge, hein? Sta muovendo. Je suis sûr que ça bouge. Bonito. Alors ça t'a plu? Oui, ça c'est quelque chose. Ah, il y a Rosto là-bas. Mira, está justo. Rosto, quel monument, hein? Incroyable votre église. Muy buena. Mais alors, est-ce qu'elle va être un petit peu comme la Sagrada Familia à Barcelone, qui est construite, qui est en construction depuis plus de 100 ans, la cathédrale de Gaudí? Est-ce que... Non, non, je l'aime pas. À Barcelone, je l'aime pas. Non? Pourquoi non? Il y a trop d'angles, trop de pointes, trop de pointes. Mais oui, trop d'angles, trop de pointes. Ici, c'est mieux. Ah si? Ah oui, c'est mieux. C'est de l'art roman. En tout cas, moi, je vous trouve formidable. Tous les deux. Estas fantásticos. Fantastique. 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 Muchas gracias. Merci à toi aussi. Gracias. Et bon courage pour la suite, hein, parce qu'il y a du boulot. Ah oui, ça c'est sûr. Au revoir. Ce voyage en Espagne m'a rappelé quelque chose. À une époque où le prix des billets d'avion permet d'aller de plus en plus loin, on oublie parfois que nous avons tout près de chez nous un super voisin. Un voisin avec un caractère bien trempé, mais aussi une bienveillance, un sens de la vie et de la fête, toujours intact. Il y a beaucoup de visiteurs chez ce voisin, mais il suffit de s'éloigner à peine des grands flux touristiques, d'aller voir l'Espagne en son cœur pour découvrir qu'il bat toujours très fort.